Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de votre émission Question-Écho ce soir, le financement des TPME, le fonds de garantie pour les microcrédits, le soutien aux banques participatives et l'éducation financière. Une parmi les annonces formulées mardi dernier par le Wali de Banque El Maghreb devant la commission des finances de la première chambre au Parlement. Abdelatif Jouari répondait aux questions des élus sur la politique monétaire et la réponse des banques marocaines à la crise et surtout à la relance. Quel sera le champ d'application du fonds Wakala Bil Istithmar pour appuyer la finance participative? Quel financement pour les personnes vulnérables? Le microcrédit sans réelle éducation financière est-il voué à l'échec? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous aurons le plaisir d'accueillir Abdelrahman Lhlou, expert en éducation financière et en finance participative. Bienvenue à tous. Banque El Maghreb et le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont en train de mettre en place un nouveau fonds de garantie. Il sera destiné aux associations de microcrédit. Il devra couvrir les crédits restructurés additionnels accordés dans le cadre de la réponse à la crise Covid-19. Plus de détails avec Ala Benani. Un fonds de garantie pour les associations de microcrédit va bientôt voir le jour. Dans ce sens, la Banque centrale a mis à disposition des associations de microcrédit affectées par la crise sanitaire une ligne de refinancement des crédits rééchelonnés et des nouveaux crédits accordés entre le deuxième trimestre 2020 au dernier trimestre de 2021. Le refinancement sera trimestriel et durera une année. Par ailleurs, et pour répondre aux besoins des banques participatives, une ligne de refinancement des Wakala Bil Istithmar conclue avec les banques conventionnelles au cours de la période allant du deuxième trimestre de 2020 au dernier trimestre de 2021 a été mise en place. Le champ d'application de la Wakala Bil Istithmar vient donc d'être élargi par le Conseil supérieur des oulémas. Les banques à travers la Wakala peuvent désormais emprunter aussi auprès des entreprises ou des pouvoirs publics, notamment le ministère des Habous et des Affaires islamiques. S'agissant des mesures entreprises avec les banques conventionnelles pour faire face à la crise, Banque El Maghreb a élargi la liste des actifs éligibles en tant que garantie aux opérations de refinancement. Grâce à ces mesures, le potentiel de refinancement des banques a donc triplé et est passé de 150 milliards de dirhams à 450 milliards de dirhams, soit près de 42% du PIB. À fin 2019, le secteur du microcrédit compte 12 associations disposant d'un réseau de 1787 points de vente et d'un nombre de clients avoisinant le million, dont près de la moitié sont des femmes. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Abdelrahman Lhlou, expert en finance participative, mais également en éducation financière. Bonsoir Abdelrahman Lhlou. Bonsoir madame et bonsoir à vos téléspectateurs en distanciel. Bienvenue en tout cas à vous-même en distanciel. Alors Abdelrahman Lhlou, avant d'évoquer toute cette batterie de mesures qui ont été prises pour soutenir non seulement les banques, mais aussi en l'occurrence les banques participatives, comment évaluez-vous la réponse des banques conventionnelles ou participatives aux besoins de financement, notamment des TPME, ces derniers mois? Bon, il y a une évaluation quantitative. Elle a été publiée par le gouverneur de Banque El Maghreb. 13 milliards de dirhams ont été donc effectivement demandés par les TPME sur les 36, je crois, disons budgétés. Pour les auto-entrepreneurs, ça a été beaucoup plus faible, à peu près 30 millions de dirhams seulement. Mais il y a aussi les résultats qualitatifs. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est un endettement que le programme d'Aman Oxygène a provoqué auprès de ces institutions, autant que le programme Intelaqa pour les jeunes. Ça ne veut dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il faut le traiter avec prudence au niveau des bilans des entreprises. Nous savons tous que nos entreprises sont sous-capitalisées. Donc c'est un financement autant d'Aman Oxygène que Intelaqa par le bas du bilan. On finance le fonds de roulement, donc on endette davantage l'entreprise. Et il faudrait que cette entreprise puisse reprendre une activité suffisamment productive pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc là, le fonds Mohamed VI d'investissement va reprendre le relais avec des montants considérables, très importants,
120 milliards de dirhams. Il faudrait que dans ce plan, on pense à soutenir ces entreprises par le haut du bilan, par des financements en capital. C'est véritablement cela qui va les aider. Or, la particularité du financement en capital, c'est qu'il a besoin d'appui et d'accompagnement. Le gouverneur de Banque al-Maghreb l'a souligné, c'est par défaut d'accompagnement et d'éducation financière, on va y venir, que des entreprises ont raison de ne pas se surendetter, de ne pas trop recourir à la dette. Et il faudrait donc mettre en place ces dispositifs. Est-ce le cas aussi pour les microcrédits, puisqu'on a parlé de TPME, quid des microcrédits? Tout à fait. C'est aussi vrai pour le microcrédit, à la différence que quand on s'adresse à une TPE, à une TPME, de façon plus générale, nous avons en face une structure. Nous avons un directeur attitré, disons qui a une patente, qui a toutes les garanties juridiques autour, qui a parfois une structure, même embryonnaire au sein de son entreprise, et l'accompagnement et le soutien peut se faire de manière structurée. C'est un peu plus difficile pour les clients, le 1 million de clients du microcrédit. Donc il faudra, je veux dire, dans le monde, déjà des canaux et des démarches d'appui à ces demandeurs de financement de microcrédit ont été mises en place. Je dis que c'est juste un peu plus difficile. Il faudrait peut-être mettre l'accent pour les bénéficiaires du microcrédit sur l'éducation financière. Parce que là, véritablement, c'est une des grandes faiblesses du Maroc. Le taux de bancarisation est très faible, le taux de sensibilisation des opérateurs économiques, si petit soit-il, à la finance moderne et structurée est très très faible, on est très en retard. Là, il faudrait effectivement doubler la dose de l'éducation financière et donc il y a, comme vous le savez, une stratégie nationale de l'inclusion financière qui a prévu cela et qui a prévu de se concentrer justement sur les jeunes, sur les femmes, les jeunes de moins de 25 ans j'entends, sur les femmes, sur les ruraux et sur la toute petite entreprise, dont les acteurs de la microfinance. Est-ce que c'est un des rôles, vous pensez, de l'Observatoire de la TPME, d'inclure justement ces projets qui font appel à du microcrédit, à de la microfinance? Et pourquoi nous n'entendons... Enfin, ces derniers mois, on a plus entendu parler de TPME que de petits projets qui sont financés par le microcrédit. Bon, le plus visible pour, disons, l'économie, ce sont les TPME, parce que je le disais tout à l'heure, elles sont structurées. Ceci dit, dans beaucoup de pays, pas encore tout à fait au Maroc, le microcrédit a pu réaliser des performances très importantes en matière d'intégration économique des populations vulnérables, en matière donc de développement humain. Je veux dire, quand une banque s'adresse à des TPME en les finançant par dette, ou en les finançant par capital, parce que je souhaite véritablement que ça arrive, elle ne fait pas du développement humain, elle fait du développement économique, elle booste l'économie, elle relance l'activité pour gagner des points en PNB. Par contre, quand on fait du microcrédit, il y a les deux soucis. Il y a le souci du développement humain, parce que c'est parfois, et c'est en majorité des tout petits montants, c'est véritablement sortir des populations entières qui sont vulnérables, qui sont pauvres, de la sphère de la pauvreté, de la précarité, vers une sphère de production et de génération de revenus. La vision est un petit peu différente. Puisque vous parlez de financement par le capital, il y a ce fonds Wakala Bil Istithmar, donc une bouée de sauvetage pour la finance participative selon vous. Et comment ce fonds sera-t-il alimenté? Alors effectivement, c'est une bouée de sauvetage pour le financement participatif, parce que ce qui s'est passé dans le financement participatif, c'est que nous nous sommes rendus compte, par rapport à notre vision qu'on avait tous en tant qu'experts en 2016, qu'il y a beaucoup d'acteurs et que les dépôts ne suivent pas. Il y a eu une grosse déception en matière de dépôts compte courant et de dépôts d'investissement, à telle enseigne que les banques participatives ont eu une demande très respectable qu'elles ont honorée de façon appréciable sur les financements, mais elles n'avaient pas de ressources pour fonctionner. La Wakala Bil Istithmar, indépendamment même de la pandémie Covid et de la crise économique qu'elle a provoquée, a permis de substituer
de l'argent frais, des liquidités venant des sociétés ou banques mères ou venant des institutions financières autres ou voire même de l'État avec cette nouvelle disposition de Banque al-Maghreb, de substituer cela au manque relatif de dépôts. Grosso modo, sur les 10 milliards de dirhams que les banques participatives ont employés en financement par Murabaha, 30% seulement, un tiers venait de leurs dépôts. Un tiers venait du capital. Ces deux montants-là sont pas normaux par rapport à la structure dans des banques conventionnelles. Et un tiers vient aujourd'hui de l'Wakala bil-Istithmar. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Wakala bil-Istithmar pour vos téléspectateurs? On peut la traduire par un mandat d'investissement pour compte. Une institution qui n'est pas forcément sous les règles du financement participatif, c'est-à-dire une banque mère qui travaille dans le conventionnel, ou une autre banque ou compagnie d'assurance, voire même l'État ou le ministère des Awqaf, va mettre de l'argent en liquidité à disposition d'une banque participative en lui demandant, signant avec elle un contrat par lequel il lui donne un mandat d'investir ses fonds dans ses opérations courantes, qui sont aujourd'hui principalement, quasi totalement, des opérations en Murabaha, dont le revenu est déterminé. On sait qu'aujourd'hui, quand on fait en place un contrat Murabaha pour l'immobilier particulier, c'est autour de 4 à 5%. Quand c'est pour le corporate, l'entreprise, c'est un peu plus, c'est peut-être 7, 6,5 ou 7 ou plus. Et donc, on va demander à cette banque participative de placer pour mon compte cet argent dans des fonds à condition que ça ne soit pas en dessous d'un certain niveau. Parce que les banques conventionnelles ou les autres institutions financières ont besoin de visibilité par rapport aux revenus. Et ça, donc, ça a été validé par le Conseil supérieur des Ulama, la commission spéciale de finances participatives. C'est effectivement, transitoirement, vous l'avez appelé bouée de sauvetage, disons un moyen de financement, de refinancement pour les banques participatives en attendant que les dépôts reprennent, parce qu'après la crise, les dépôts reprendront. Nous savons tous, et Wali Bank al-Maghreb l'a rappelé, qu'il y a une grosse affluence sur les liquidités et donc ça a aggravé l'aversion de la population à déposer son argent en banque. L'éducation financière permettra justement aux citoyens qui sont intéressés par la finance participative d'améliorer leur taux de dépôt et d'épargne au sein des banques. Et là, la situation se rétablira petit à petit. Petit à petit, mais juste avant de parler d'éducation financière, alors est-ce que vous ne pensez pas qu'en empruntant des banques conventionnelles, je parle bien sûr des banques participatives, ceci ne devrait pas altérer quelque peu la mission même d'une banque participative ? Alors, il faut comprendre qu'au Maroc, nous agissons en termes de financement participatif sous la coupe du Majlis Shara'i al-A'la, du Conseil supérieur des Ulama, et ce sont eux qui, au nom de Sa Majesté, qui président ce conseil, qui examinent les situations et qui rendent des fatwas. Ceci est un arrêté du Conseil supérieur des Ulama. Mais comment il s'explique ? Il s'explique par le fait que vous n'empruntez pas, vous en tant que banque participative, vous ne m'empruntez pas de l'argent, je mets à disposition de l'argent en liquidité auprès de vous pour que vous le placiez selon les conditions. C'est ça qui est important, c'est que la façon de placer cet argent et la rémunération qui sort de cet argent et qui est produite par cet argent, elle est conforme au mode d'investissement des banques participatives parce que c'est de la Murabaha. On ne va pas donner, je veux dire, le ministère des Awqaf ne va pas mettre à disposition des sommes en liquidité des banques participatives pour qu'elles le placent en bons du trésor ou pour qu'elles les prêtent elles-mêmes. Non, elle va les employer de la même façon qu'elle emploie ses propres fonds ou son capital dans des formes Murabaha, Ijara, Istisna, conformes à la Sharia. Justement, quels sont les actifs éligibles ? En garantie, vous dites, c'est ça ? Oui, absolument. Oui, effectivement. Alors là, le Banque al-Maghreb a permis, disons, un élargissement de ses actifs éligibles en titrisant ce type de dette pour que les banques puissent les utiliser comme actifs éligibles. C'est en fait un soutien fait aux banques pour qu'elles puissent donc plus facilement recourir
à ces murabaha, wakala bil istithmar, au profit des banques participatives. Tout comme il y a eu des dispositions de réduction des ratios de liquidité pour les banques et des règles prudentielles vu cette crise. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ceci, Madame Ihsan, se place dans un contexte de grande crise à l'échelle mondiale déjà. Vous savez qu'il y a des 11 trillions, 11 000 milliards de pertes qui ont été enregistrées, que les gouvernements et le Maroc aussi a injecté des sommes très importantes dans les économies, qu'il y a eu des réductions de taux directeurs et donc rajout de liquidités. Donc c'est véritablement un plan de sauvetage de l'économie et bien entendu en passant de l'empowerment ou donner plus de capacité aux banques d'aider au redressement de l'économie. Est-ce que vous pensez que cela... Bon, alors avant de parler de confiance, parlons justement d'inclusion financière et de l'importance de l'éducation financière dans cela pour justement réussir ce process de relance. Quelles sont selon vous les bases pour mieux répondre aux urgences aujourd'hui en termes d'éducation financière compte tenu du contexte que vous venez d'expliquer que nous vivons depuis quelques mois maintenant? Tout à l'heure, je faisais allusion au dépôt et à l'inclusion bancaire déjà de la population. Notre population est très peu bancarisée. Seuls 29% des adultes au Maroc détiennent un compte, contre 69% par exemple en Turquie, 69% aussi en Afrique du Sud. Dans des pays plus petits et même qui sont en crise sur le plan monétaire, 45% au Liban. Dans la zone MENA de manière générale, nous sommes à 44%. Bon, nous sommes quand même un petit peu loin, ce n'est pas à l'honneur d'un système financier et bancaire aussi solide que le système marocain. Il faudrait pousser, donc parler de l'éducation, de la sensibilisation, les citoyens à rentrer dans le circuit formel de la finance. Il est révolu le temps où on se dit oui mais moi je n'ai pas confiance en la banque, mon argent je le garde dans le coffre ou sous les matelas. Et ça existe encore beaucoup au Maroc. Il faudrait véritablement que la stratégie d'inclusion financière, qui a d'ailleurs pour but de réduire les disparités en termes d'accès et en termes d'utilisation des services financiers aux fins d'un développement économique, il faudrait que cette stratégie mette l'accent d'abord dessus. Ensuite, nous savons que cette population dont je parlais, une fois acquise au concept moderne de rentrer, d'être inclus dans le système bancaire et financier, il faudrait les pousser à s'équiper, c'est-à-dire les pousser à financer leur activité en vue de la faire croître et de contribuer au développement économique. Alors aujourd'hui, vous avez deux catégories. Une catégorie de personnes qui ne sont pas sensibles aux phénomènes religieux et qui travaillent et qui sont peut-être appelés à travailler avec le système conventionnel, eux-mêmes sont en retrait. Eux-mêmes n'ont pas la culture de se faire financer par une banque pour améliorer leur situation. Et puis vous avez les autres, comme l'enquête du HCP l'a révélé, il y a 30% de la population marocaine qui, pour des raisons religieuses, rechignent à travailler avec la banque. Eh bien, ils ont les 8 banques participatives aujourd'hui qui sont à leur service et qui présentent des produits conformes à la charia. Il faut y aller. Il faut que le développement économique passe nécessairement par une meilleure inclusion financière. Et quand on dit financière, ce n'est pas uniquement la banque, c'est aussi l'assurance. L'assurance accuse un taux, disons, de pénétration faible, très faible au Maroc. Pour la partie de la population qui travaille avec les banques participatives, le takafoul tarde à venir. Le takafoul, c'est la variante conforme aux avis du Conseil supérieur des ulama en matière d'assurance. Une fois c'est takafoul sur le marché, on a entendu que c'est pour le premier trimestre de 2021. Il faudrait aussi que ce soit un levier pour les populations vulnérables pour s'assurer afin de pouvoir oser l'investissement. On parle souvent en management de oser la confiance, il faut aussi oser l'investissement. Et ça se fait quand on est sécurisé, quand on est, disons, backé par des produits d'assurance adaptés aux convictions de chacun. Voilà un peu les axes sur lesquels la stratégie d'inclusion financière et l'éducation financière de la population devrait porter. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait eu cette amnistie, d'ailleurs le prolongement du
du délai de l'amnistie sur les avoirs en liquide, est-ce que cela devrait profiter, n'est-ce pas, aux dépôts bancaires et justement attirer plus de gens à déposer leurs avoirs en liquide, leur cash dans les banques, d'autant plus que vous avez cité cet aspect très important, l'aspect religieux, donc vis-à-vis des banques participatives. C'est ce qui est recherché, du moins, par l'amnistie fiscale, c'est de dire aux gens, écoutez, arrêtez de travailler dans l'informel, dans le noir, il faut que vos transactions passent par une banque, qu'elles soient identifiées. Bon, bien entendu, vous savez que c'est la direction des impôts et les autorités monétaires qui en parallèle mènent cela. C'est justement parce qu'il y a encore un désamour entre le citoyen et l'autorité fiscale. La confiance du citoyen, je dirais même son esprit civique et sa citoyenneté n'est pas accomplie tant qu'il n'est pas en règle avec les impôts. On n'aime pas payer ses impôts et ça demande aussi une éducation qui est peut-être pas financière, qui n'est peut-être pas relève pas de Banque al-Maghreb et du ministère des Finances dans le cadre de la SNIF, mais qui est très importante. C'est justement parce qu'il n'y a pas cette réconciliation du citoyen avec son devoir civique de payer ses impôts, qu'il n'y a pas cette confiance, que les gens ont peur des banques. C'est pas parce que uniquement ils n'aiment pas les banques, c'est parce qu'ils se disent oui, mais bon, si je suis à découvert, eh bien, je devrais payer davantage d'impôts que je ne paye aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une réconciliation qu'il faut rechercher. Il faut faire de l'éducation dans ce sens, pour moi. Bon, alors. Le crowdfunding est une forme de finance participative, vous me l'accordez? Disons qu'elle est... Alors écoutez, ça me donne l'occasion de parler du vocable participatif. En Europe, puisque cette notion de crowdfunding est née en Europe, le financement participatif n'a pas le même sens que chez nous en territoire islamique. En Europe et dans le monde, financement participatif veut dire financement qui ne passe pas nécessairement par les banques, des intermédiaires. Et donc le crowdfunding est une émanation, une forme de financement des intermédiaires et qu'ils appellent financement participatif. Alors que chez nous, ce qu'on entend chez nous et en Turquie et dans d'autres pays, ce qu'on entend par participatif, c'est le partage du résultat. Au lieu de rémunérer les financements par un taux d'intérêt fixe, quelle que soit la performance économique, eh bien on va partager le revenu de ces placements de façon participative. Mais revenons au crowdfunding. Oui, il est proche disons, de l'état d'esprit ou de la philosophie d'une banque participative, sauf que il est beaucoup plus proche de la désintermédiation, de l'appel à capitaux à travers des réseaux sociaux et à travers des outils modernes. D'ailleurs, j'ai apprécié que dans la présentation de M. Louali de Banque al-Maghreb, il ait mis l'accent sur le mobile banking qui va en parallèle avec cette idée. Le crowdfunding ne va pas résoudre les problèmes économiques du pays. Il va permettre de faire émerger quelques produits sociaux, quelques produits culturels, quelques initiatives qui ne passent pas facilement à travers le système bancaire actuel et leur permettre de voir le jour. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Abdelrahman Lhlou pour toutes ces réponses et tous ces éclairages en ce qui concerne l'apport de cette finance participative dans ce processus de relance voulu et par l'État mais aussi par nombre d'entreprises et de citoyens marocains. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et bonne soirée. Merci. Et bonne soirée à vous aussi.